Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la différence qu'il y a entre le data scientist et le research scientist. En fait, il faut savoir qu'il y a quelques temps, j'ai eu une discussion avec une collègue qui me disait, mais genre, tu es data scientist, je ne sais pas trop ce que tu fais. Mais la personne derrière utilise donc ChatGPT, Gemini, tout ce que vous voulez. Et je pense que c'est un problème de communication. Les personnes qui ont créé les intelligences génératives ont oublié de vraiment communiquer sur les différents rôles. Il faut savoir qu'en entreprise, aujourd'hui, des personnes qui vont créer ou qui vont fine-tuner les modèles existants, donc que ce soit des LLM ou des chatbots, tout ce que vous voulez, ce sont des data scientists. Donc un data scientist, c'est une personne qui a la compétence, et voilà, donc la compétence c'est la connaissance de travailler, de pouvoir implémenter, et que ce soit des LLM ou tout ce que vous voulez en entreprise. Maintenant, les research scientists, c'est des personnes qui vont créer ces modèles-là. Donc, c'est soit, disons, soit des doctorants, des personnes qui ont fait du NLP, donc c'est du Natural Language Processing, pendant, je sais pas, 3 ans, 4 ans, et après qui travaillent dans les laboratoires, qui vont créer des modèles de NLP, et derrière qui seront utilisables bon, par les data scientists qui vont les fine-tuner, mais dans un contexte un peu plus entreprise. Eux, ils travaillent dans un contexte souvent un peu plus labo, ou bien certains sont en entreprise, mais qui travaillent dans les entreprises qui sont capables de gérer, d'injecter plusieurs millions d'euros, de millions de dollars pour la recherche. Mais en entreprise, dans le monde de l'entreprise, on ne va pas attendre 5 ans pour qu'un modèle, pour qu'un projet puisse voir le jour. Non, il faut que ça soit réalisable très rapidement. C'est la raison pour laquelle on fait appel aux data scientists qui vont implémenter ce type de modèle. Donc, il faut savoir qu'à partir de maintenant, quand vous utilisez une IA générative, vous tapez un prompt, c'est du texte. Mais derrière, il y a un gros mécanisme qui se passe. Donc, il y a la partie, on parle de vectorisation, parce que tous les modèles aujourd'hui qui existent de machine learning ou tous les algos, en fait, les algos ne prennent pas du texte. Donc, ils vont les convertir en base vectorielle. OK? Et donc, ça se transforme en chiffres. Et les chiffres en question, on parle des vecteurs d'embedding, on parle de tout ce que vous voulez. Après, derrière, on va prédire quelque chose. Et après, derrière, on a la partie inverse. Donc, dès qu'on a la prédiction, on sait quel mot qui vient après. On va revenir à l'étape initiale, donc c'est-à-dire savoir quel mot qu'on va rajouter. Donc, c'est le processus qui se passe en bas. Mais tout ça, mais ce sont des techniques que les data scientists utilisent depuis très longtemps. Je parlais du NLP. Le NLP, c'est ça. Quand on faisait du NLP, il y a tout ce qu'on appelle de stop word, on parle d'embedding, on parle de similarité, de cosinus de similarité. Ok, la similarité, c'est quoi? C'est le lien qui existe entre deux mots. Quand j'ai deux mots, j'ai par exemple king et queen, ben, je peux calculer une similarité. Donc la similarité, c'est souvent un cosinus entre deux, vous voyez l'angle. Quand j'ai le queen et j'ai le king, mais derrière, ça forme un angle entre ces deux vecteurs. Et donc, je vais calculer le cosinus de similarité. Vous voyez, donc tout ça, ben, c'est des choses que nous, les data scientists, on faisait déjà depuis très longtemps. D'accord? Donc, je voulais éclaircir ce point.